Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes députée maire UMP de Longjumeau, ancienne ministre évidemment. Évidemment, vous étiez candidate à la présidence de l'UMP, on va en reparler, puisqu'il y a eu une 4e rencontre ce soir entre Jean-François Copé et François Fillon. Mais l'actualité, c'est d'abord le dossier Florange, la colère des syndicats et la déclaration, les explications de Jean-Marc Ayrault qui, dans le fond, essaye de ne pas être démagogue. Ah oui? Oui? Non? Écoutez, je crois que le gouvernement a fait une démonstration sur ce sujet d'alignement de mensonges, d'oubli de vérité. Et à la longue, ça se voit vraiment. Et ça se voit tellement que même les députés socialistes, on l'a vu tout à l'heure dans votre résumé, le cri, le hurle. Moi, j'ai des questions très précises à poser à Jean-Marc Ayrault et à François Hollande. Est-ce qu'ils savaient, au moment de signer l'accord, que Mittal allait se retirer de l'appel d'offres pour le projet Ulcos? Est-ce qu'ils le savaient? Est-ce qu'ils ont signé l'accord en dépit de ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé l'accord secret aussi longtemps? Pourquoi est-ce qu'ils ont donné ce sentiment d'avoir écrit un accord à l'encre invisible? Parce qu'en fait, au début, c'était 180 millions d'euros. Et puis quand on est poussette, on se rend compte que c'est 53 millions d'euros. Parce que l'essentiel des investissements annoncés par Mittal étaient des investissements qu'il était obligé de faire en matière de sûreté, en matière de santé. Je trouve que ça fait beaucoup de questions, beaucoup de mensonges enchaînés sur un éventuel futur repreneur, sur une nationalisation qui, en fait, manifestement, n'a jamais été vraiment étudiée. Et je me demande si ça ne mériterait pas une commission d'enquête à ce niveau-là. Je me demande si ça ne mériterait pas une commission d'enquête parlementaire, puisque même des parlementaires de la majorité en sont à protester et à dire on a l'impression d'avoir été trahi par le gouvernement. Pourtant, on soutient. C'est ça qu'on entend. Moi, je dis, ça réclame une commission d'enquête. Ce soir une commission d'enquête parlementaire sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Sur cet accord, c'est ça? Sur cet accord, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a véritablement été négocié entre le gouvernement et Mittal? Dans quelles conditions ça a été négocié? Est-ce qu'au moment de négocier, le gouvernement savait que Mittal avait l'intention de se retirer du projet Ulcos, qui pourtant était parti de l'accord et qui est, je le rappelle, pour les téléspectateurs, le présenté comme l'avenir possible du site de Florange. C'est-à-dire qu'on présente un accord qui est supposé préserver l'avenir du site de Florange et au même moment où on le signe, en fait, il semble qu'il soit déjà prévu de se retirer de l'appel d'offres. Alors ce soir, la réponse de Bruno Le Roux au nom du groupe du Parti Socialiste dit que l'accord n'est en rien remis en question, que le ArcelorMittal n'était pas prêt pour Ulcos, mais qu'il va y avoir 150 millions de fonds publics au titre de fonds d'investissement qui vont être accordés pour continuer les recherches. Ça fait des années. Ça fait des années. Ça fait des années parce que vous connaissez sur les investissements aussi. Bien sûr. Dans l'ancien gouvernement, vous vous êtes heurté aussi à des grands problèmes. Sur les investissements d'avenir, on a réservé des fonds pour le projet Ulcos. Pour nos téléspectateurs, le projet Ulcos, c'est un projet de captation du CO2. Donc c'est une façon de rendre le site de Florange expérimental. Mais en plus expérimental, site modèle, site expérimental pour une technologie d'avenir. Ça, c'est réservé sur les investissements d'avenir. Mais pour que ce projet se fasse, il faut que Mittal soit candidat à un appel d'offres européen pour pouvoir bénéficier de fonds européens. Et c'est là que le bas blesse, parce que Mittal vient de nous apprendre aujourd'hui, on vient d'apprendre aujourd'hui que Mittal retirait sa candidature. Autrement dit, ça fait longtemps que les salariés vivent ce projet Ulcos comme une espérance. Le gouvernement signe un accord avec Mittal. Dans un premier temps, on nous dit c'est 180 millions. Quand on lit l'accord, on se rend compte qu'il a été écrit à l'encre invisible et que finalement c'est 53. Et puis après, au lendemain du dévoilement de l'accord, patatras, on nous dit qu'en plus Mittal a retiré sa candidature du projet Ulcos. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de vérité qu'on a oublié de nous dire, pour dire les choses poliment? Nathalie Kosciusko-Morizet, quand Nicolas Sarkozy était président, il s'est heurté aussi à Mittal. Si aujourd'hui la situation est celle de Florange, c'est qu'il y a déjà eu des trahisons, déjà eu le sentiment que Mittal n'avait pas rempli ses promesses et que le pouvoir n'avait pas non plus réussi à développer ce site, ou n'avait pas non plus dit la vérité, c'est-à-dire qu'il n'y avait peut-être pas d'avenir à ce site. Attendez, bien sûr que c'est pas facile. C'est un site qui est rentable. Est-ce que vous aviez dit toute la vérité, Nathalie Kosciusko-Morizet? C'est un site qui est rentable. La question qu'on peut se poser,
Moi, je veux dire, c'est une question qu'on peut assumer. Ça a été fait par un gouvernement de droite à l'époque. Je trouve qu'il faut assumer cette question. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Est-ce qu'on pouvait vraiment s'y opposer? Est-ce que c'était vraiment une bonne idée que Mittal, qui est un sidérurgiste low cost, de gros en quelque sorte, soit acquéreur d'Arcelor, qui lui était dans la haute précision, la haute valeur ajoutée. Voilà. Est-ce que c'était vraiment la bonne idée à l'époque? Mais maintenant que ça a été fait, ce qui est important, c'est d'investir dans l'avenir. L'avenir sur le site, je le dis, c'est Ulcos. Vous y croyez-vous? Vous y croyez, bien sûr, la captation du CO2, on en parle partout. D'accord, mais vous croyez au site de Florange. Vous croyez alors que ce n'est pas un site portuaire, alors qu'on dit qu'il peut être dépassé, vous y croyez? Et je crois au développement de la haute technologie en France, y compris sur les matériaux. Je vous donne un exemple très concret. BMW, la semaine dernière, a annoncé que bientôt, leurs voitures seraient entièrement faites en matériaux composites. Donc l'avenir pour nos sites, c'est développer ces nouveaux matériaux. Il y a un pôle de compétitivité à Metz qui s'appelle Meteralia. Arcelor en est parti. Il y a un pôle sur les nouveaux véhicules à Satori, un pôle de compétitivité, en l'occurrence un institut de l'énergie décarbonée qui s'appelle VDCOM. Tout ça, c'est les pôles de compétitivité, c'est une politique qu'on a portée. Et derrière, il y a des financements aussi, des investissements d'avenir. C'est de ça qu'il faut parler aussi. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'argent, plutôt qu'en fait de faire de la poudre aux yeux. Et ce qu'on a vu avec cet accord qui est en train de fondre comme neige au soleil, le gouvernement cherche des gains politiques, il cherche à se prémunir de cette impopularité qui sent monter. Ça se voit de plus en plus qu'il ment, et ça se voit surtout de plus en plus qu'il n'offre pas d'avenir, qu'il n'investit pas sur l'avenir. Et voilà, vous demandez la dernière démonstration. Une commission d'enquête parlementaire sur cette question et cet accord. Un mot sur toujours le gouvernement, Jérôme Cahuzac, dans la tempête, dans la tourmente. Est-ce que vous dites, comme Laurent Wauquiez, qu'il faut qu'il donne des explications à l'Assemblée nationale, qu'il passe devant une commission? Écoutez, moi, mes principes ne sont pas à géométrie variable et quand ils concernent des adversaires politiques, ce sont les mêmes que pour tous. Tant qu'il n'y a pas de preuves irréfutables, il n'y a pas de preuves. Mediapart accuse, c'est à Mediapart d'apporter les preuves. Combien de signatures avez-vous ce soir dans votre appel au nouveau vote à l'UMP? Plus de 40 000. Il y a un compteur en ligne sur le site jeveuxrevoter.fr. Et pourtant, il ne se passe toujours rien. Il se passe toujours rien. Il y a encore des rencontres, 4e rencontre, toujours rien. Il commence à apprécier ces rencontres. Il ne se quitte plus, c'est suspect. Je vais vous dire, je ne sais pas s'ils apprécient ces rencontres, mais je crois que les militants n'apprécient pas du tout la situation. Et c'est ce qu'ils disent en signant cette pétition qui appelle, je le redis, à revoter pour préserver l'unité de notre mouvement. Et c'est ce que nous disons avec Bruno Le Maire et le collectif de parlementaires que nous avons formé. Nous disons plusieurs choses. Nous disons il y a urgence. On ne reste pas dans cette situation. Et il y a d'autant plus urgence qu'on ne voudrait pas que ça se fige, qu'on ne voudrait pas qu'on s'installe dans ce statu quo, qu'on ne voudrait pas que certains s'habituent. C'est parti, non? On dirait, puisque le groupe embauche, le groupe de François Fillon s'installe, il y a des embauches, et on n'en veut pas. Et Jean-François Copé s'installe comme président. C'est une inquiétude que j'ai, moi, qu'on s'installe dans cette espèce de statu quo, qu'on se dise, finalement, c'est un pis-aller. La division de ma famille politique, pour moi, n'est pas un pis-aller acceptable dans la durée. Est-ce que c'est pas aussi parce que vous n'y avez pas de place? Et une direction. Est-ce que c'est aussi parce que dans cette répartition entre les deux, vous n'y êtes pas? Vous pensez bien qu'il y aurait eu des propositions partout. Si on avait voulu être quelque part, Bruno Le Maire ou moi et les autres, on y serait. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'il y a une élection qui a été ratée. Donc on a une direction qui est contestée. On est affaibli pour mener notre travail d'opposition au gouvernement, pour faire nos propositions, pour proposer une espérance aux Français qui ont droit à une opposition solide, Valérie unie Pécresse et forte. dit ce soir, la seule solution, c'est de revoter. Ce serait acceptable. Une élection au printemps, c'est une bonne idée? C'est trop tard? Vous savez, une élection le plus vite possible, pour moi, c'est la meilleure idée. Il faut le temps de la mettre en place. Il faut le temps de la mettre en place. Et si on veut réformer les statuts avant pour pouvoir faire un processus électoral réorganisé, oui, ça peut se faire au printemps. Le printemps est un horizon possible. Mais ça ne doit pas tarder trop. On le comprend bien. Parce que sinon, il y a l'idée d'un statu quo. Il y a l'idée qu'on s'installe dans la division. Ma famille politique n'est pas faite pour être divisée. On a tous été élus sur la même étiquette. Les militants le disent. Les militants le crient. Moi, j'ai écrit aux militants. J'ai envoyé un mail aux militants, à tous les militants dont j'avais l'adresse la semaine dernière pour leur demander « Allez dans vos
fédérations, réclamer des assemblées générales pour dire ce que vous pensez. Il y a eu des assemblées générales un peu partout. Il faut voir ces assemblées générales. Je suis allée dans un certain nombre d'entre elles. Hier, j'étais à Lille avec les militants à la Fédé de Lille. L'immense majorité des militants souhaitent qu'on revote. J'entends que vous allez être candidate. Il y a un nouveau vote parce que vous avez constitué vous entendez vos les voix supporters. parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, Vous le serez ou pas? J'en sais rien. J'en sais vraiment Donc rien. c'est pas possible. J'en sais rien. C'est pas possible. D'ailleurs, il n'est non, c'est pas possible. Attendez, il n'est même pas sûr que les candidatures soient rouvertes. Aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, c'est de rendre la parole aux militants. Je vais vous dire, quand vous écoutez, il y a deux solutions. Pour moi, il y a deux solutions. Soit on revote tout de suite avec les mêmes, on considère que c'est juste le vote lui-même qui a été raté. Soit on prend du temps, on change les statuts, on rouvre les candidatures. Et au printemps, on peut faire avec la réouverture des candidatures et vous êtes Nos candidate. militants souhaitent plutôt une ouverture des candidatures et moi, je ne suis pas du tout sûre d'être candidate. C'est pas du tout mon enjeu aujourd'hui. Ce que je veux, c'est qu'on rende la parole aux militants et qu'on sorte de cette situation qui est absurde, qui est douloureuse pour nos militants et qui finit par provoquer énormément de lassitude. Je voudrais que vous écoutiez avec moi Bruno Le Maire ce matin quand on lui a dit « Alors vous, les non-alignés », il a répondu de façon assez virile. Ça a beaucoup plu. Je déteste ce terme. Ah bon? Je ne suis pas un non-aligné. Bon. Les non-alignés, c'est des gens qui n'ont pas de ligne. Ouais. Pour pas dire des gens qui n'ont pas de couilles, pour parler clairement. Bon, voilà, c'était très viril. Vous vous reconnaissez dans cette définition? Avec Bruno Le Maire, on n'aime pas, on en a déjà parlé, on n'aime pas le terme de non-aligné, d'autant plus que certains qui, par leur comportement, je crois, entraînent une perte de crédibilité dans notre famille politique. Certains voudraient finalement nous associer à cette perte de crédibilité et faire passer l'idée que dans les non-alignés, être non-aligné, c'est être sans opinion. C'est pas la réalité. Maintenant, je l'aurais pas dit exactement comme Bruno Le Maire. D'abord, je trouve assez mystérieux que les hommes placent systématiquement le courage dans cette partie de leur anatomie. C'est pas prouvé par l'expérience que ce soit là que ça se situe. Et puis ensuite, j'ai trouvé que on parlait un peu trop. Il était un peu trop question justement de ces organes-là dans cette élection. Et finalement, c'est peut-être là aussi qu'il y avait une partie du problème. Trop d'hommes et trop de testostérone. Mais ce qui est certain, c'est que, encore une fois, être non-aligné, c'est pas être sans opinion. Il faut bien dire les choses. Ne pas avoir exprimé de préférence entre Jean-François Copé et François Fillon, pour moi, c'est une façon de dire que je ne me reconnaissais ni entièrement dans l'un, ni entièrement dans l'autre. Et je prétends que ça a pu être et que c'est, dans une certaine mesure, une position de courage, parce que c'est résister en fait à une pression et résister à un scénario écrit d'avance. Maintenant, ça a l'air évident. À l'époque et pendant la campagne, quand il y avait les sondages qui sortaient, c'était pas exactement comme ça que ça se passait. La pression, elle existait. Choisir d'être non-aligné ou comme vous l'appelez, et de ne pas justement se mettre dans un de ces camps qui, pour certains, sont des écuries. Oui, Nathalie, je prétends que ça pouvait être un acte de courage. Votre camp, c'est le vôtre. Comment? Votre camp, c'est le Écoutez, vôtre d'abord. C'est le camp des militants, vous voyez, parce que ça fait 10 jours Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Oui, enfin, moi, j'ai fait une pétition pour que les militants puissent s'exprimer. Ils sont plus de 40 000 à l'avoir signée. C'est leur voix qui compte aujourd'hui. Les électeurs, ce dimanche, il y a des élections partielles. Marine Le Pen a des candidats. Marine Le Pen, peut-être que son élection va être invalidée demain à Hénin-Beaumont et donc elle pourrait repartir. Est-ce que cela vous inquiète? J'appelle nos électeurs à ne pas se détourner de leur famille politique. Je sais que le spectacle qui est donné à Paris depuis le 18 novembre est navrant, qu'il est décevant, mais de la même manière que je dis aux militants, le parti n'appartient pas à ses dirigeants, il vous appartient, il appartient aux militants. Je dis aux électeurs de la droite et du centre, ne vous détournez pas, ne renoncez pas, parce que c'est par vous que ça passera. Voilà, c'est vous qui êtes en responsabilité. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue sur le plateau de BFM TV. Dans un instant, le journal de Rachid Embarki bien sûr, et puis les coulisses de la semaine politique. Notre rendez-vous du jeudi soir avec Anna Cabana du Point, David Revaud-Dallon du Monde. À tout de suite.